الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs à l'islam, chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Bonferré, c'est toujours avec un réel plaisir que nous vous retrouvons cet après-midi de vendredi dans le cadre de cette émission, l'émission Jeunesse Active. Rappelons que cette émission vous est offerte par la radio et télévision Bonferré en collaboration avec l'AEMN, l'Association des étudiants musulmans du Niger. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous abordons un thème très important, c'est jeunesse et dépravation des mœurs. Je répète, jeunesse et dépravation des mœurs. Pour débattre de ce thème, je reçois deux invités sur ce plateau. Monsieur Salissou Halladou, vous êtes enseignant. Monsieur Salissou, merci d'avoir accepté notre invitation. Et notre deuxième invité, c'est Monsieur Dr Khalilou Cissé. Monsieur Dr Khalilou Cissé, vous êtes sociologue. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tantôt, nous allons débattre de ce thème si important, jeunesse et dépravation des mœurs. Nous allons le parcourir, nous allons donner un sens à ce thème. Sans plus tarder, Monsieur Salissou, nous allons commencer avec vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une brève présentation de la dépravation des mœurs. Nous remercions Allah de nous avoir donné cette occasion ici pour échanger sur ces thèmes. Je pense bien qu'il n'est un secret pour personne. Notre pays traverse une crise sans précédent parce qu'on assiste à une perte drastique de nos valeurs culturelles et religieuses. Et là, les vertus ont tendance à laisser place aux vices, ce qui fait que le vice est pratiqué publiquement et secrètement. Et là, ça veut dire qu'on a atteint le paroxysme en matière du désordre. Ici, il faut rappeler qu'il n'y a pas d'effet sans cause, comme il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand nous voyons notre contexte, il est marqué d'abord par un système éducatif qui est néocolonial, qui est mixte, qui est laïque et qui est une porte, ou la principale porte par laquelle entrent toutes les idéologies et les pensées négatives. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous sommes dans une société qui est maintenue dans une ignorance, plongée et maintenue dans une ignorance parce qu'elle méconnaît son identité. Donc on est dans une crise identitaire par rapport à notre société. Et troisième élément, on assiste aujourd'hui à un audiovisuel, c'est-à-dire incontrôlé, où pratiquement tous les programmes, tout passe à travers les médias sans censure, quel qu'en soit le programme. D'autres éléments aussi, on a cet accès libre et illimité à Internet pour les jeunes qui a donné ce qu'on appelle un coup fatal à nos mœurs et à nos valeurs. Un autre élément, peut-être un dernier, la démission des parents. La démission progressive des parents fait en sorte qu'aujourd'hui, nous assistons à une sorte d'autonomisation de la jeunesse où tu vas voir l'enfant se sent libre de faire ce qu'il veut sans craindre qui que ce soit. Donc voilà un certain nombre d'éléments par rapport à la situation que nous vivons. Et là, voilà ce que je peux dire à résumé par rapport à cette question de dépravation. Merci, M. Salissou, pour cette brève présentation. Monsieur Dr Khalilou, vous êtes sociologue. L'impact de la dépravation des mœurs vis-à-vis de la société, quel est cet impact selon vous? D'accord, merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez. D'abord, une preuve aperçue sur les mœurs. En fait, quand on parle de mœurs, ce sont les règles morales au sein d'une société. Donc, chaque société a ses règles. Ce que nous pouvons considérer comme des bonnes mœurs au Niger peuvent être considérés comme mauvaises ailleurs. Ce que d'autres considèrent comme bonnes chez eux
peuvent être considérées comme mauvaises chez nous. Ce qui fait qu'on se regarde à partir de nos pratiques. Donc les règles morales, chaque société a ses règles. Il faut respecter ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et ces règles-là sont transmises par ce qu'on appelle le système de socialisation. C'est genre l'enfant qui naît et grandit dans une famille qui lui transmet le langage, il lui transmet les gestes, il lui apprend on dit ne fais pas ça, fais ceci est bon, ceci n'est pas bon, ainsi de suite. Donc ça fait que l'enfant grandit dans le milieu et adopte les comportements. Et dans ce processus, tout n'est pas toujours normal. Genre, il n'est pas facile de trouver une société presque impossible, une société dans laquelle tout le monde respecte tout. Il y a des déviances, il y a des gens qui s'écartent un peu de ces règles-là, donc les déviants sociaux. Mais quand on regarde, quand on voit dans la société, comme vous le dites, des jeunes qui de plus en plus s'éloignent de ces règles, il faut se poser la question, mais comment? C'est soit deux choses. Soit la société a démissionné, donc ne transmet plus, il n'y a plus le système de socialisation ne marche pas. Ça veut dire que les milieux ou les acteurs qui sont censés transmettre ces valeurs-là ne le font plus. Soit il y a d'autres valeurs qui ont intégré le milieu et qui ont pris le dessus. Soit il y a des déviants. Tout simplement, il y a des déviants qui ont pu, avec le contact, multiplier leurs pratiques. Tout est dedans. Je pense que tous ces éléments sont là. Et aujourd'hui, c'est vrai que le constat, je me dis, j'ai discuté avec le directeur d'un collège de Niamey qui me disait que son école, à partir de 11h, une partie, c'est pas n'importe quel enseignant qui va là-bas, parce que les enfants qui prennent de la drogue viennent, c'est leur partie où ceux qui vendent et ceux qui achètent se retrouvent. Et ça, c'est un aspect. On a eu des écoles où les enfants enlèvent la batterie de leur téléphone pour mettre de la drogue, ils amènent à l'école. Par exemple, la drogue, moi, dans toute ma jeunesse, je ne l'ai jamais vu. Même aujourd'hui, non, je ne sais pas quoi ça ressemble. Mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est dans leur poche, ils en fument, etc. Donc, certaines choses sont devenues banales. Et le problème que ça pose, c'est que l'un des problèmes pour la jeunesse, c'est que les gens passent devant l'essentiel. Aujourd'hui, les jeunes sont désorientés. Un jeune qui est dans ces choses-là, hier, juste pour donner un exemple, hier, quelqu'un par erreur a envoyé 100 francs de crédit sur mon téléphone. Il m'appelle immédiatement et me dit, est-ce que tu as vu les 100 francs? Moi, je ne les ai pas vus parce que mon téléphone a été déposé. J'ai dit non. Directement, il m'a insulté. Directement. Il m'a insulté. J'ai dit, mais attends, demande-moi, dis-moi de vérifier d'abord. Et puis après, j'ai dit, ok, moi, ça, je t'attrape parce que je sais que c'est un jeune. Après, son papa est venu me supplier. C'est les gens, j'ai dit, c'est dans quel village? C'est un village du Niger à l'intérieur du pays. Et puis après, on m'explique que non, il a fumé. J'ai dit, même s'il a fumé une montagne, il n'a pas le droit de l'insulter comme ça, non. Donc imaginez ça. Oui. Quand des jeunes n'ont plus de repères, ils ne savent pas comment parler aux gens. Ils vont venir, ils peuvent parler à n'importe qui, n'importe comment, ils peuvent poser n'importe quel acte. Et puis l'une des choses, c'est que les gens ne sont plus en sécurité. Aujourd'hui, tu ne peux pas te promener avec ton téléphone à main, les femmes, les sacs, tout le monde est en danger. Et c'est parce que les gens ont démissionné, ils ont laissé faire. On n'a plus ça. Il n'y a plus de honte. La honte, avant, ce que nous on connaissait, c'est que quand tu poses un acte, tu auras peur qu'on dise c'est l'enfant d'un tel qui l'a fait. Même les parents ne voudront pas. Et aujourd'hui, l'enfant va faire quelque chose, c'est le parent même qui va le défendre. Qui va le Aujourd'hui, protéger. la société, on se demande, on n'a pas de repère. Et ce repère-là est lié d'abord au fait que ceux qui sont chargés de faire passer ces valeurs-là ont démissionné. Le père travaille, la mère travaille, l'enfant va à l'école, donc tout le monde est dispersé. Mais qui va s'en charger? La maison ne s'en charge pas. La télé, les télés ne sont pas faites pour ça. L'école, comme il l'a dit, les jeunes n'ont pas intégré ces valeurs. Et c'est ce qui prend plus leur temps dans l'année, 9 mois sur 12. Et ainsi de suite. Donc, du coup, ça crée des soucis. Et puis, on est là à observer, à s'inquiéter. Et dans une société, lorsqu'on est amené à s'inquiéter, c'est que ça ne va pas. Ah ouais. Merci, docteur Kalilou, pour cette intervention. Nous allons revenir. Monsieur Salissou, tout à l'heure, vous avez évoqué justement le cas du système éducatif. Mais avant de venir sur le cas du système éducatif, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que monsieur... Bon, en fait, ça, c'est le constat que le docteur a fait. Et là, le constat, il est là. Il est amer. Et je pense bien que les manifestations de la dépravation des mœurs sont flagrantes.
Il a évoqué la question de la violence. Et la violence n'est pas physique seulement, elle est verbale. Regardez le cas qu'il a pris. Lui-même, il a été victime de ça. Et vous avez le vol à main armée qui se répète, à main armée, où vous descendez du taxi, où une femme qui entre dans sa maison, à la porte, à la devanture de sa maison, on arrache un sac Concours. Donc là, vous voyez, il y a la question de la fornication. Donc là, ici, autour de ça, vous avez tout ce qui est assimilé. Vous avez le proxénétisme, vous avez le concubinage chez les jeunes toujours. On a l'homosexualité et le lesbianisme qui sont venus encore se greffer à cette situation. Et là, de l'autre côté, nous avons aussi un autre vice, c'est-à-dire c'est l'oisiveté. On a peut-être la jeunesse la plus oisive de la sous-région. La preuve, à 32 ans, tu es un scolaire, tu es pris en charge par la famille. À 32 ans, à 35 ans, tu es à la porte, tu poses du thé, tu as ton diplôme, tu attends que le papa te trouve du travail. À 32 ans, tu tends la main pour avoir quelque chose. Donc là, je pense bien qu'ici aussi, c'est un phénomène qui est là, qui gangrène. Il y a la question de la drogue est assimilée. Et là, on voit bien qu'il y a le chicha, il y a le tabac, il y a l'alcool. Nous savons bien qu'en tant que communauté fortement musulmane, le danger qui représente l'alcool, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith authentique, c'est les vices. L'alcool est la mère de tous les vices. Et c'est le vice le plus honteux. Hadith authentique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et il a dit quelque chose qui est important. Nous, notre génération ne connaît pas la drogue. On ne connaît pas la drogue. Mais aujourd'hui, voilà qu'elle gangrène notre communauté à la douce. Donc, autre phénomène ou autre manifestation, c'est la musique. Vous avez, quand vous prenez le boulevard Tanimoul, qu'on appelle les 100 mètres, vous avez des groupes de jeunes au coucher du soleil qui font des tabacs nocturnes jusqu'à X heures et qui empêchent aux populations environnantes de dormir tranquillement. On vit eux aussi, alors que l'espace public n'est pas réservé à ça. Il y a des maisons de jeunes, des centres de jeunes qui sont créés rien que pour la distraction. Donc vous voyez bien que notre communauté, notre jeunesse, elle est vraiment dans une situation, comme il l'a dit, hein, je pense bien qu'on doit chercher la responsabilité ailleurs. Parce qu'il a dit qu'il y a une société qui transmet des valeurs. Et c'est à notre société de transmettre ces valeurs-là à cette jeunesse pour qu'elle puisse relever les défis qui sont devant elle. Donc on a cité au moins 5 manifestations. On a parlé de la fornication, on a parlé de la drogue, on a parlé de violence, on a parlé de la musique, on a parlé de l'oisiveté. Et il y a le non-respect aujourd'hui du supérieur, à commencer par le parent et l'enseignant. On voit bien dans des écoles où un élève agresse son enseignant. Le dernier gars qu'on a eu ici à Niamey, c'est l'enseignant qui a eu son bras cassé à cause de coups portés sur lui par son propre élève. Et pourquoi? Parce qu'il lui a empêché de tricher. Donc là, vous voyez bien que nous sommes un bateau qui est en train de chavirer si on ne fait pas attention, et il va chavirer avec tout le monde. Et justement, j'allais en venir. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que notre système éducatif est en panne avec cette dépravation des mœurs? Le système éducatif, on l'a dit et on va le répéter ici, il n'est pas adapté à notre contexte. Ce système éducatif né de la colonisation, qui est néocolonial et qui comporte des éléments qui sont contraires à nos valeurs. Et on l'a dit et on le répète, on doit le refonder. C'est-à-dire une école qui n'enseigne pas Dieu, où un enfant du CI ou du jardin d'enfants jusqu'à l'université ne va rien apprendre de sa religion, alors cette école n'est pas conforme à un pays à 99% musulmans. Donc là, et en dehors de ça, dans ce programme, vous avez des disciplines comme la SVT, comme l'économie familiale, où on intègre des choses, des enseignements qui tendent à l'incitation, à la sexualité précoce et qui sont contraires à notre morale. Donc je pense bien que le système éducatif, dans son ensemble, il doit être revu pour en avoir un qui est conforme à nos réalités socio-culturelles et religieuses. Surtout que nous sommes dans une période de refondation dont on ne sait pas combien d'années ça va nous prendre.
Donc ça veut dire que c'est un travail qu'il faut faire. Je regrette que lors de la rencontre avec le chef de l'État, entre la société civile et le chef de l'État, personne n'a évoqué la question de l'éducation en dehors de lui, le président de la République. C'est quand il a pris la parole, il dit qu'il voit que personne n'a parlé de l'éducation. Alors qu'après la sécurité, on a la santé et l'éducation. Ce sont les trois secteurs qui sont fondamentaux pour la refondation de ce pays. Donc le système éducatif, on a l'obligation de le revoir du fond en comble. Voilà ce que je peux dire sur ce système éducatif. Merci beaucoup, M. Salissou. Docteur Kalilou, vous avez suivi l'intervention de M. Salissou Aladou. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur cette dépravation des mœurs dans les écoles, surtout peut-être un impact sur l'éducation? En fait, l'école, c'est, on peut dire, une institution mise en place pour répondre à un besoin de la société. Lorsque l'école et la société ont des chemins différents, ça veut dire que ce n'est pas bien. Mais l'école, c'est vraiment fait. Genre, la société a un besoin. On a besoin de cadres, l'école va former ces cadres. On a besoin de savoir-faire, l'école va former, va donner ce savoir-faire. On a besoin de savoir-être, ainsi de suite. L'école est toujours conçue, en principe, selon les besoins de la société dans laquelle elle est. Il n'y a pas, ça ne peut pas être autrement. Ok. Dans ce cas, en regardant les choses comme ça, aujourd'hui, on se dit, ok, notre école elle répond à quoi? C'est vrai, on peut dire qu'on a le savoir, au moins les gens, à la rigueur, savent lire ou commenter. En tout cas, voilà. On a des diplômés. On a des diplômés. On a un peu de savoir-faire. Mais le savoir-être n'est pas dans notre école. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri dans n'importe quel milieu de pratiques des gens. Aujourd'hui, il suffit d'aller dans un service quelconque. Dès que vous venez, chacun cherche à voir qu'est-ce qu'il va tirer de vous. Mais ça, c'est un manque de savoir-être. Le savoir-être, c'est être porteur de valeur. On nous a donné le savoir. On peut être un sociologue, un médecin, un enseignant, et puis on ne porte aucune valeur. C'est aussi ça. Et un élève qui ne porte aucune valeur, ça veut dire que l'école n'a pas pris en charge la question des valeurs de la société. Donc l'école ne les transmet pas. L'école, c'est seulement le savoir et le savoir-faire. Dans ce cas, on dit à la société, occupez-vous de ça. Et je vous dis, c'est l'école qui prend plus le temps des enfants. C'est l'école. Vous venez à l'école, vous avez 9 mois sur 12. Mais c'est énorme. Et durant ces 9 mois, même durant ces 9 mois, vous avez dans la semaine plus de jours, les 5 jours sur les 7, que vous voulez passer à l'école. Donc, ça pose problème. 6 jours sur 7 même. Et même là, donc l'enfant a moins de temps pour se prendre, pour aller avoir d'autres. Et entre-temps, les parents aussi ne sont pas là. Et donc, du coup, ça pose tout un problème. Comment allons-nous avancer comme ça? Non, il faudra que les gens s'asseyent et se disent, ok, tout ce qu'on voit aujourd'hui, corruption, mauvais comportement de cela, ça ne tombe pas du ciel. C'est la société qui produit. Tout comportement que l'on voit là, ça sort de quelque chose. Et ces choses-là, si on veut régler, c'est là on règle. Et c'est les générations, c'est chaque 20 ans qu'elles changent. Aujourd'hui, si on veut que le Niger change dans 20 ans, on change la jeunesse d'aujourd'hui, dans 20 ans, ça va changer. Il y a 20 ans, ce n'était pas comme ça le Niger. C'est un processus. Donc, du coup, il est important à ce que cette question de l'école soit prise en charge. Savoir-faire. Savoir-faire, il faut forcément intégrer le savoir-être en référence à nos valeurs, aux valeurs de notre société. Et c'est extrêmement important. Tant qu'on va le laisser, on va continuer à pleurer, à pleurnicher, à nous plaindre que ça ne va pas. Parce que chez ceux qui ont ça, nos valeurs ne sont pas importantes. Ceux qui ont amené l'école, ils ont mis leurs valeurs. Mais nous mettons nos valeurs. Exactement. Voilà. Dans votre première intervention, vous avez évoqué le cas de la société qui a démissionné. Oui. Selon vous, quelles sont les cibles qui doivent être interpellées avant de parler de l'islam? Moi, je me dis, la première chose, c'est l'État. L'État, aujourd'hui, nous sommes dans une période de refondation, comme il a dit, et c'est le moment de dire, ok, on remet tout sur la table. Notre école est là. À quoi ça nous a conduit? Si nous ne changeons pas son contenu, nous aurons les mêmes types de comportements dans 20 ans, dans 40 ans. On aura fait tout ça pour ça. On ne doit pas faire ça. Comme l'a dit Einstein,
La folie, c'est de faire la même chose chaque fois et d'espérer un changement, que le résultat change. On ne peut pas faire la même chose et changer. Donc si on veut que le résultat change, il faut changer la manière de faire. Et pour moi, l'État, c'est le moment de regarder tout ça, le système éducatif, le programme d'enseignement, et de dire on va changer ceci, on change cela, on intègre cela de manière inclusive, en mettant les acteurs en contribution pour qu'on puisse y arriver. Deuxième chose, ce sont les parents. Je dis aux parents de savoir, c'est une grande responsabilité. C'est comment peux-tu avoir en charge des enfants et fuir ta responsabilité? C'est vrai qu'il y a des parents qui font des efforts, mais l'enfant, parce que la famille n'est pas le seul système, le seul milieu de socialisation, il y a l'école aussi. Quand il va à l'école, il côtoie des gens qui souvent l'amènent à changer. Les parents souvent font le travail, mais l'école, non, les gens s'en foutent. Il y a des chefs d'établissement rigoureux qui cherchent à faire, il y a des écoles où il y a la rigueur, mais dans la plupart des cas, non, les enfants ne sont pas gérables de manière globale. Donc le contact, ça pose problème. Dans ce cas, les parents doivent prendre les responsabilités et surtout faciliter la communication avec les enfants. Ce qui fait que l'enfant peut changer sans que le parent ne le sache quand il ne communique pas. L'enfant va à l'école, il rencontre des gens, il vient, il ne peut pas en parler à papa ou à maman, mais il continue avec l'autre parce qu'il a plus de contact avec l'autre. Quand il vient, il a des amis, il se fait des amis, il ne vient pas en parler. Il ne peut pas parler quand il parle de j'ai un ami ou une amie, il va en parler aux parents qui peuvent lui dire bon, fais attention, ainsi de suite. Mais les parents ont démissionné, qu'ils le sachent, ce que sont leurs enfants, c'est leur responsabilité. C'est important et ils en rendront compte. Et dès ici, ils le voient, ils voient à quoi ressemble, quelles sont les conséquences. Donc la deuxième cible, sont les parents. Et troisième cible, c'est la société elle-même. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi je trouve normal, d'autres le trouvent anormal. Ce que je trouve anormal, même au Niger, il y a des gens qui trouvent que c'est rien du tout ça, c'est pas la peine, on peut aller. Donc il faudra faire un travail social de manière globale, qu'on mette des choses ensemble, qu'on se dise, ok, maintenant on va s'entendre sur des choses essentielles. On sait au moins que le vol, c'est pas bon, on est d'accord là-dessus, parce que quelqu'un considère que c'est bon parce qu'il en profite, un autre, parce qu'il n'en profite pas. Parce qu'il y en a qui, parce qu'ils ne sont pas à la place pour voler, pensent que le vol n'est pas bon. Mais quand ils sont là, ils vont voler. C'est aussi ça le déséquilibre. Quand on lit les comportements des gens, on se dit c'est juste parce que l'un n'est pas là-bas qu'il le fait. Mais que le vol soit condamné, qu'on y soit ou pas. Qu'on sache que, par exemple, ce n'est pas bon. Qu'on sensibilise les gens dans ce sens-là. Qu'on ait des grandes valeurs qu'il faut préserver. Ne pas voler, ne pas forniquer, ne pas mentir, ne pas faire ceci. Je ne sais pas si vous avez vu le pacte patriotique, je pense, de 2010, pacte patriotique, c'est un document que j'ai lu qui est très très bien élaboré, dans lequel tous les Nigériens de toutes les catégories sociales ont pris des engagements, jusqu'à dire, moi, citoyen du Niger, je ne veux pas mentir. Cherchez-le. Je pense que c'est le pacte patriotique, ça s'appelle, ou charte du pacte patriotique. C'est un document élaboré. Pacte républicain. Pacte républicain, merci. Bon, je pense bien qu'il y a des choses à dire. C'est utopique, je pense bien. Ceux qui l'ont élaboré eux-mêmes, je pense qu'ils ne l'ont pas respecté. C'est ça le problème. On doit arriver à ce stade-là, où la société s'engage. Les commerçants se sont engagés, les juges se sont engagés, les hommes politiques se sont engagés. Quand même, ceux qui l'ont élaboré ne l'ont pas respecté. L'histoire a prouvé qu'ils ne l'ont pas respecté. Vous savez, c'est quoi? Quand vous venez dans les ministères, vous trouvez que c'est affiché quelque part où tu ne peux pas le lire et les écritures sont, je ne sais pas, c'est à moins 10. La police est tellement petite que tu ne peux pas lire ça. Tu peux pas lire ça, effectivement. C'est pratique, mais pourtant, quand tu le lis, c'est très fort comme message, c'est très fort comme engagement. Il faut que la société arrive à ce niveau. Et je me dis, pourquoi aujourd'hui on ne ferait pas la promotion du pacte républicain? Je pense bien que peut-être on va aller vers d'autres choses, docteur, parce que je pense à partir du 26 juillet, on oublie le pacte républicain, on va sur de nouvelles bases parce que nous allons refonder le pays en tenant compte de tout ce qui s'est passé de 91 à 2023, à juillet 2023. Je pense que c'est important parce que tous les pactes républicains, quand vous les voyez, où est-ce qu'on l'a négocié? On l'a négocié à Rome. Et là, ce n'est pas une référence pour le Niger. Si ce n'est pas à Rome, c'est au Vatican qu'on l'a négocié. C'est vrai, je dis, on peut faire ce qu'on appelle l'échange, comme il a dit tout à l'heure,
pénétration des cultures. Tu amènes ce qui est acceptable chez moi, j'amène ce que tu peux accepter. Et là, on se retrouve autour d'un pacte comme on l'a nommé pacte républicain. Et moi, je connais bien les promoteurs de ce pacte républicain. Je connais beaucoup qui étaient des acteurs politiques, ou plutôt des acteurs de la société civile qui avaient les masques. Et le masque est tombé. On les a vus sur les champs politiques et on a vu à quoi ils ont servi ce pays. Donc franchement, pour moi, à mon avis, on oublie l'avant 26 juillet 2023, on reprend les choses. Essayer d'aller vers... Vraiment, parce que je pense bien que le docteur sait de quoi je parle. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, docteur. Parlons maintenant de l'islam, monsieur Salissou. Comment l'islam condamne cette dépravation des mœurs? Oui, l'islam est catégorique par rapport à ça parce qu'en réalité, la dépravation des mœurs, elle est une menace grave pour les 5 principes que l'islam est venu protéger. On peut les citer. Il y a la religion, il y a la raison, il y a la vie, il y a les biens, il y a l'honneur ou la famille. Donc quand vous regardez ces 5 choses-là, tout ce qu'on a cité comme étant des éléments de dépravation de mœurs, quand vous les prenez un à un, ils sont une menace pour ces 5 principes-là. Et là, je pense bien que Allah a fait un critère de choix pour notre communauté. C'est-à-dire, il nous a qualifié de la meilleure communauté pour 3 critères. Okay. Donc, avant ça, il a interpellé la communauté par rapport à notre responsabilité individuelle et collective. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qu'il y ait parmi vous, c'est-à-dire une communauté ou des gens qui vont appeler vers le bien, qui vont ordonner le convenable et interdire le blâmable, et c'est eux qui vont réussir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il nous a flatté en disant que vous êtes la meilleure communauté. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. 3 critères. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait eu sur la terre. Pourquoi? Parce que vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Nous savons tous que nous croyons en Allah, ou individuellement pris, chacun sait qu'il est croyant, mais les 2 critères. Docteur est là, tu es là, je suis là. Chacun peut savoir à son niveau. Est-ce que j'ai rempli les 2 critères d'ordonnance de bien et d'interdiction de mal? À ce moment, je suis meilleur que les autres communautés. Mais si nous savons que nous ne remplissons pas ces 2 critères, alors posons-nous la question, quel est notre rang? Et le 3e niveau, pour comprendre que l'islam est catégorique, où il encourage, c'est-à-dire, c'est quand il dit الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Ceux à qui on a donné le pouvoir, Allah il s'adresse à eux. Il dit, ceux-là, quand on leur donne le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire par rapport à la prière, ils créent les conditions pour qu'on puisse prier convenablement. La zakat, pour qu'on puisse la prélever convenablement, et ils ordonnent le convenable et ils interdisent le blâmable. La meilleure fin est à Allah. Ce sont des versets qui sont là par rapport à nous comme des musulmans et par rapport à ceux qui ont le pouvoir. Ça veut dire qu'en tant que musulmans, qu'on soit gouverné ou gouvernant, on a l'obligation d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et la raison pour laquelle chacun d'entre nous doit savoir qu'il a l'obligation, quand il voit dans son quartier, là où il peut parler, il a l'obligation de parler. Là où il peut alerter une autorité, il a l'obligation d'alerter. Là où il va aller parler à travers les médias, il doit aller parler à travers les médias. Là où il va associer tous les gens de son quartier, il a l'obligation de le faire pour arrêter ce qui est vice ou pour interdire ce qui est vice et avoir une communauté qui est meilleure comme Allah l'a dit. Voilà ce que je peux dire par rapport. Alors, quel comportement, face à une telle situation, quel comportement suivre pour le jeune musulman? Bon, les jeunes, moi je pense que nous sommes une communauté jeune
comme on dit, jeunes Nigériens, bon, dans l'ensemble, les musulmans, c'est vrai, vu la proportion de la population musulmane. Et là, ça veut dire quoi? On a besoin d'une jeunesse qui préserve sa santé physique, morale et qui est apte au travail. C'est ça, c'est de cette jeunesse dont on a besoin. C'est-à-dire, quand je dis qu'il préserve sa santé physique et morale, ça veut dire qu'elle est loin de quoi? Des stupéfiants, elle est loin des idéologies qui vont altérer sa religion et sa raison. Donc là, ici, quand on parle elle est loin aussi de la drogue, quand on parle aussi de la question du travail, ça veut dire que c'est une jeunesse qui se prend en charge, qui n'étend pas la main, qui ne passe pas de bureau en bureau pour demander des contributions pour aller organiser des activités. Non, non, qui cherche d'elle-même. Ça veut dire qu'une jeunesse qui est consciente des enjeux qui sont devant elle, des défis qui se posent à elle. Voilà. Et cette jeunesse-là, on ne peut pas l'avoir, comme le docteur l'a dit, tant que la société ne transmet pas les valeurs qu'elle a héritées. Nous avons hérité les valeurs. Donc c'est à nous de transmettre ces valeurs aux gens. Allez-y dans des écoles pour comprendre que nous sommes en perte de valeur quand vous empêchez aux enfants de tricher en tant que surveillants de salle. Dès que vous venez, la classe commence à murmurer. On est mort, on est mort. Et pour eux, la tricherie, ce n'est rien. Donc, moi, je pense bien que notre jeunesse, on doit la recadrer et l'encadrer pour qu'elle puisse bien se comporter parce que normalement, elle doit profiter de cette jeunesse-là avant la vieillesse, comme l'a dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, M. Salissou. Docteur, vous avez quelque chose à ajouter sur cette condamnation des dépravations de mœurs en islam et aussi sur le comportement à adopter pour un jeune musulman? Oui, par rapport à les jeunes, c'est quelqu'un qui... Les jeunes, c'est un élément très essentiel dans la société, c'est un moteur. Le prophète alayhi salam était appelé le prophète des jeunes. Autour de lui, il y avait une forte... des jeunes, il y avait des jeunes et sur lesquels ils se sont appuyés. Vous voyez, c'est un jeune qu'il a envoyé à Médine pour préparer le Moussa bin Oumar, par exemple. Et ces jeunes-là, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas la socialisation, là, les éléments qui sont rentrés ne se sont pas séchés, c'est pas devenu dur. C'est facile de changer. Un jeune, on peut le prendre et le changer. Un vieux, il a déjà son disque dur saturé, c'est difficile d'enlever des choses et de remettre. C'est très difficile. Mais les jeunes, ça change. Ce qui fait que ces jeunes-là, l'élément, c'est qu'il faut leur apprendre déjà ce qui vient. Parce qu'en fait, l'islam, au-delà d'interdire le bien, ou avant d'interdire le bien, d'ordonner, a déjà dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est clair, les éléments du bien, le voici, les éléments du mal, les voilà. Si tu fais le bien, tu auras ça, si tu fais le mal, tu auras ça. Et il y a des gens qui sont chargés donc de faire en sorte de faire passer le bien et d'interdire le mal. Et au cas où dans la société les gens font le mal, il y en a des acteurs qui sanctionnent ça. C'est tout un système autour du bien et du mal au sein de l'islam. Et dans ce cas, maintenant, c'est de prendre que nous tous on prenne conscience de l'importance des jeunes dans tout ce qu'on va faire. Dans ces périodes de mois de lutte dans ce pays, la jeunesse a joué un rôle important. C'est une mobilisation forte. C'est la jeunesse, c'est un support. Si ces gens-là sont mis devant n'importe quelle lutte et ils sont bien encadrés, ils peuvent réussir. Donc, c'est un élément important. Si aujourd'hui tous on décide de les mettre dans les champs, l'autosuffisance alimentaire est assurée. Ça dépend de quelle orientation on leur donne. Et c'est pourquoi il est essentiel qu'on situe déjà quelle place, quel est le rôle, quelle importance a les jeunes dans la société. Quand on conduit sa voiture, on sait ce que fait le moteur, on sait ce que font les pneus, les phares, on le sait. Mais nous, la jeunesse, est-ce qu'aujourd'hui, en termes de système social, d'organisation sociale, nous connaissons la place, l'importance du jeune, jusqu'à les laisser comme ça. Moi, je me dis quelque part, parce qu'on ne sait pas assez à quoi ils peuvent nous servir, ou ils peuvent servir la société, qu'on les laisse à la merci. Et quel est l'élément qui peut les aider? Moi, l'islam, à travers l'islam, on a des valeurs, on a
un système complet à travers lequel ces jeunes-là, on peut leur inculquer des manières de faire et d'être. Et je vous assure, ceux qui sont passés par là, quand on les voit, ils rassurent. Ils rassurent. Moi, je dis, il y a quelques années, c'était pas comme ça aussi. Déjà, les jeunes ne s'intéressent pas à la religion. On trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, ils s'intéressent à la religion. Et quand ils sont dedans, on voit comment ils sont dynamiques. Donc, les jeunes, c'est vraiment une catégorie sociale importante. Tout le monde s'appuie dessus. Regardez même les organisations. Tout le monde cible femmes jeunes. Parce que chaque de ces acteurs-là ont des atouts importants sur lesquels, dès que tu t'appuies, tu peux changer une société. Et nous, on s'appuie sur, on change. Et c'est à nous de nous prendre en conscience et de dire, ok, on va aider ces jeunes-là à tenir. Mais aussi, à côté des questions morales, il faut trouver des orientations pratiques dans la vie de tous les jours. Comment les occuper, comment les accompagner, comment les encadrer pour vraiment qu'ils soient dans la société des acteurs pleins et pouvoir s'en sortir. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, merci pour ces conseils à l'endroit de la jeunesse. Donc, M. Salissou, un dernier mot pour en finir. Oui, un dernier mot. Je pense que on retourne au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi jusqu'à la fin du hadith, où il dit que chacun d'entre vous est berger et chacun sera interrogé par rapport à l'objet de sa bergerie. Il a commencé par le chef de l'État jusqu'à venir à la bonne qui travaille dans une famille. Ça veut dire quoi? Le chef d'État sera interrogé par rapport à la situation de tous les jeunes du Niger. Deuxièmement, le chef de famille sera interrogé par rapport à tous les jeunes qui sont le chef du quartier, ainsi de suite, le gouverneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Comme l'a dit le docteur, c'est à nous de donner une orientation à cette jeunesse pour pouvoir l'amener à relever les défis qui se posent devant elle chaque jour qui a la fin. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Salissou. Merci, docteur. Vraiment, merci pour vos réactions d'aujourd'hui. Merci d'avoir répondu, en tout cas présent, à cette invitation pour cette émission de Jeunesse Active. Merci en tout cas à toute l'équipe de la radio et télévision Bonferré qui nous a accompagnés durant la réalisation de cette émission. Merci aussi à l'AEMN, l'association des étudiants musulmans du Niger. Merci à vous. Donc on se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Jeunesse Active. À bientôt.